ce qu'il sait. Il exige que son témoignage soit entièrement public. La commission refuse de lui fournir cette garantie et tout ce qu'il va dire va vraiment être scruté à la loupe. Lors de son témoignage, l'ex-ministre de la Justice s'expose à des poursuites judiciaires, mais aussi à des interdits de publication. Vraiment, c'est un témoignage sous haute surveillance. C'est clair que si Marc Bellemare salit des réputations impunément, eh bien là, je peux vous dire que déjà des procureurs sont embauchés pour des gens qui pourraient potentiellement nommer. Il y a besoin d'avoir des preuves. Mettons, sans ça, je peux vous dire que bien des avocats ont déjà le calepin à la main. Alors, vous le voyez, ne manquez pas nos émissions spéciales sur le témoignage de Marc Bellemare à la commission Bastarache, aujourd'hui et demain, à l'antenne de LCN, dès 9h30. Le temps presse, dans le monde de la construction, le 30 août, ça arrive rapidement. Et ça, c'est la date qui a été fixée pour le début d'une grève générale. Elisabeth Rancourt, on peut penser qu'encore aujourd'hui, il y a des chantiers de construction qui seront paralysés. Oui, on peut penser que d'autres chantiers seront vidés aujourd'hui, comme ce fut le cas hier et depuis maintenant une semaine. D'ailleurs, ce matin, on a peut-être dérangé un rendez-vous de représentants syndicaux. C'est qu'on a eu vent qu'ils se rencontraient ici au Conseil provincial international de construction tout le matin avant de se rendre sur des chantiers pour les paralyser. Et effectivement, ce matin, il y a des gens qui se sont présentés ici et je vous dirais que de par leur attitude, on nous a un peu confirmé qu'ils étaient des représentants syndicaux. On nous a laissé savoir assez clairement que notre présence n'était pas très appréciée ce matin. J'ai quand même tenté de les faire parler. Vous allez voir que ce ne fut pas très facile. Alors, c'est lui qui vous parle. Le porte-parole n'est jamais disponible pour nous, monsieur. Mais parce qu'il négocie, madame. Il essaie de négocier. Vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Je fais mon boulot, madame. C'est quoi votre boulot? Alors, disons qu'on est très peu bavard. On ne veut pas nous dire ce qu'on fait exactement, quoique on a quand même suivi la situation depuis les derniers jours et on nous dit souvent, les travailleurs nous confirment que ce sont des représentants syndicaux comme eux qui vident les chantiers. La bonne nouvelle, toutefois, là, c'est que les négociations se poursuivent. Hier, l'Alliance syndicale et l'Association de la construction du Québec se sont à nouveau rencontrés en présence d'un conciliateur. Alors, on espère toujours un règlement d'ici la date butoir, parce qu'elle approche, cette date butoir, le 30 août prochain, où là, une grève générale illimitée pourrait être déclenchée s'il n'y a pas d'entente. Merci, Elisabeth. Il y a une lutte à prévoir à la présidence de la FTQ, puisqu'on parle de ce qui se passe dans le monde syndical. Le président de la Fédération des travailleurs du Québec, Michel Arsenault, devra se battre pour conserver son poste. Il y aura une course à la direction. C'est une première à la FTQ. Selon la presse, c'est le secrétaire général de la centrale, René Roy, qui a l'intention de devenir président. Ça va se passer au Congrès tard à l'automne avec un vote pour le 3 décembre. On revient sur cette histoire tragique survenue à Val-Pélair et on tente d'en savoir un peu plus. Et on dit qu'avec le vieillissement de la population, les agences de santé André Martin avisent la population et on prévient que malheureusement des tragédies du genre pourraient se reproduire. Oui, Marie, vraiment ce triste drame qui rappelle l'importance de briser l'isolement, briser la détresse également chez les personnes âgées. Les spécialistes qui reconnaissent que le suicide chez les personnes âgées, c'est un phénomène qui est plutôt rare, mais il y a le Centre de prévention du suicide de Québec qui estime que les baby boomers, les personnes âgées, sont une clientèle à surveiller de très près. C'est important que l'entourage demeure à l'écoute des problèmes, des difficultés que les gens peuvent traverser. Et l'une de ces difficultés, bien, c'est la maladie. C'est important de briser l'isolement, garder un bon réseau social. Donc, toutes des recommandations qui surviennent à la suite, on vous le rappelle, du décès de 2 personnes âgées survenues dimanche soir à Val-Bélair, un couple qui souffrait de graves problèmes de santé. D'ailleurs, l'enquête qui se poursuit dans ce dossier pour déterminer les circonstances exactes. Merci, André. À plus tard. On fait le point à cette heure-ci sur ces 33 mineurs vivants mais coincés. Eh bien, on a pu entendre leur voix officiellement au cours des dernières heures. Alors, les communications qui sont établies avec les mineurs qui sont coincés sous terre au Chili, c'est le ministre des Mines qui a pu parler avec un des mineurs via un radiotéléphone passé au bout d'une sonde. La chanson que vous avez entendue, c'est l'hymne national chilien. Les premiers aliments, les premiers médicaments ont pu être descendus aux 33 mineurs qui sont bloqués à 700 mètres sous la terre. Ils sont là depuis le 5 août et on sait que ça va prendre des mois avant qu'on puisse les sortir de terre. Je viens de vous raconter ce qui s'est passé au cours des dernières heures, mais pour avoir les plus récents développements, je joins Pascal Mathieu, qui est journaliste à Santiago, au Chili. Bonjour Pascal. Bon matin, Marie. Alors, on veut savoir, là, au cours des dernières minutes, ce qui a été dit sur ce qui se passe pour les efforts afin d'aider ces gens qui sont coincés sous terre.
Les efforts, c'est un gros soulagement déjà d'avoir pu les retrouver. Le gros de la peur est passé. Maintenant, le problème, c'est de les sortir de là. Il y a une sonde qui est arrivée hier et il y a des morceaux qui sont arrivés. Ils sont en train d'armer cette gigantesque machine qui va creuser un trou. Parce que le petit trou qu'ils ont, c'est un trou de 12 cm de diamètre qui vont les aider à passer de la nourriture, de l'oxygène, des médicaments. Ils ont plusieurs trous maintenant qui ont été creusés au même endroit. Donc, un va servir pour des communications téléphoniques, un autre pour l'approvisionnement en nourriture, en eau et médicaments et oxygène, et l'autre pour une ventilation. Donc là, à partir de là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut creuser un trou de 66 cm de diamètre pour pouvoir sortir les mineurs un à un. On parle d'une machine qui creuse un trou de 8 à 12 mètres par jour. Donc, si on fait le calcul de 700 mètres, on parle de minimum 3-4 mois si tout se passe bien. Donc, ça peut aller effectivement 7-8 mois, 9 mois avant qu'on puisse sortir des mineurs de là. Mais tout le monde est heureux, il n'y a pas de problème, ils sont en santé, donc ils peuvent survivre pour l'instant. Voilà, c'est une histoire qui est extrêmement fascinante pour nous ici, mais j'aimerais savoir quel est l'intérêt des Chiliens pour cette aventure. C'est très difficile. Écoutez, les gens ils ont été très inquiets. C'est une catastrophe naturelle. On a eu le volcan de Chaiten l'année dernière qui a sorti de la map un village de 4000 habitants. On a eu le tremblement de terre de 8,8 en février. Maintenant, cette catastrophe de la mine de San José. Les gens sont ébranlés, les gens sont fatigués. Et puis, il y a eu un manque de sécurité. Énormément. Il y a eu un rapport de sécurité qui a été dévoilé en juin disant que la mine elle devait être fermée. Ça n'a pas été fait. Donc, il y a des personnes qui vont devoir répondre à des questions, mais les gens étaient très inquiets. Et puis, mais là, c'est un gros soulagement. Les gens sont heureux, ils sont sortis à célébrer dans la rue. J'ai jamais vu quelque chose de comme ça à ma vie, je te jure. Les gens dans la rue avec leurs drapeaux, les klaxons, ça se réunait à différents points dans la ville, même dans les stades de football, les gens avaient des pancartes pour soutenir les familles. C'était comme s'ils avaient gagné la Coupe Stanley, je vous jure, c'était impensable. Hein. Alors, il faudra voir si cet intérêt sera maintenu jusqu'à la fin de cette aventure, évidemment. Et bon, c'est sûr que les gens vont continuer à suivre. Mais comme je vous ai expliqué, les gens sont soulagés de savoir que les mineurs sont en santé. Maintenant, il faut s'armer de patience. Et puis, il faut commencer la deuxième phase de secours qui est de les sortir de là. Oui, merci beaucoup, Pascal. Pascal Mathieu qui nous parle de Santiago au Chili. Épreuve incroyable pour ces mineurs et épreuve aussi incroyable pour les familles. Oui, le pire reste à venir en raison du confinement. Là. Oui, il y a un lien qui se fait avec l'extérieur, si on veut, mais il faut que les vivres, les médicaments, il faut que la santé mentale suive également. Heureusement que quand on est mineur, on n'est pas claustrophobe, parce que sinon, pour les semaines qui vont y passer, ce ne sera pas évident. Merci Anne-Marie. Alors, on va faire un tour maintenant à Anna qui nous parle de ce magnifique soleil qu'on a aujourd'hui mardi. Oui, magnifique soleil, Gino, et là, les nageurs synchronisés sont en train de s'exécuter. On a assez hâte de vous montrer ça dans quelques minutes. Il fait beau, il va faire chaud, le ciel est bleu, c'est beau partout en province aujourd'hui. On est très, très gâtés. Et on va vous le prouver avec nos différentes cartes, en commençant par celle du sud, où là, carte absolument magnifique. Il y a quelques petits nuages peut-être du côté de Sherbrooke, mais vous voyez que les températures sont extrêmement agréables, entre 24 et 26. Au centre, pas une ombre au tableau, une carte absolument parfaite, entre 20 et 26 au thermomètre. À l'est, là encore, on parle de soleil pour tout le monde, quelques passages nuageux. Ciel dégagé dans le cas de Carleton et des îles de Madeleine, des températures entre 18 et 23. Très beau aussi pour l'ouest québécois. Encore là, on a de belles conditions, alors on en profite pleinement à l'extérieur aujourd'hui. Entre 24 et 26, c'est ce qu'on aura au thermomètre. Et enfin, pour le nord, il y a seulement du côté de Coudjouac où on a un 30% de possibilité d'averse en après-midi seulement. Donc, c'est très faible. Sinon, ailleurs, on aura le soleil. Baie-James, Fermont, c'est beau. Quelques petits nuages à peine. Des températures entre 18 et 28 degrés. Et à plus long terme, ça s'annonce quand même assez bien. On sait qu'on a un système dépressionnaire qui s'en vient. Alors pour jeudi, ça va s'amener du côté de Montréal. Et déjà pendant la nuit de mercredi à jeudi, on pourrait avoir des précipitations. Par contre, demain, en début de journée, très beau. Ça va commencer à s'ennuager en après-midi. Et ensuite, vendredi, on se reprend avec le soleil, alors très très beau. Même chose pour commencer le week-end. Et vous allez voir que pour les prochains jours, c'est un peu plus frais. Même chose du côté de Québec. Alors on va perdre quelques degrés. Bon, ça reste quand même confortable. Notre moyenne saisonnière est de 24 pour nous à Montréal. Et ça va remonter à l'approche du week-end. Merci beaucoup, Anouk. On retournera voir ces nageuses qui s'entraînent ce matin dans les prochaines minutes. Pour l'instant, elle reste à Montréal quelques journées de plus, mais ça valait la peine. Caroline Wozniacki, c'est la nouvelle favorite des Québécois, Québécoises. Et elle va se souvenir longtemps de la Coupe Rogers à Montréal, surtout
aussi, elle fait bonne figure aux internationaux de tennis des États-Unis. Elle est sur une lancée. Hein? Oui, elle a remporté hier la Coupe Rogers assez facilement, 6-2, 6-3 face à Vera Zvonareva. Et dans la journée, elle a appris que Serena Williams déclare forfait en vue du dernier grand tournoi majeur de la saison. Oui. Donc, elle va se présenter à Flushing Meadows la semaine prochaine comme grande favorite pour remporter le tournoi. Elle est fort sympathique, elle a su ménager ses énergies, elle a su rester de bonne humeur malgré la pluie. Alors, elle a dit, moi là, les intempéries, j'adore la météo à Montréal, il n'y a aucun problème. Et semble-t-il que les amateurs aussi n'ont pas eu de problème parce qu'il y a à peine 2000 personnes de moins comparé à il y a 2 ans. On a quand même terminé à 172 000 spectateurs et des poussières et c'est un peu court sur notre record de 175 000, mais je vous garantis qu'on va faire mieux la prochaine fois. Puis oui, les gens qui ont attendu pendant 48 heures de voir finalement les matchs se dérouler le lundi matin, qui ne pouvaient pas y assister, et ainsi de suite, on a décidé de les compenser en leur offrant des billets pour la prochaine édition du tournoi féminin de la Coupe Rogers en 2012, et même avec un billet de plus. Alors, ils vont avoir droit à leur billet, et ils vont pouvoir se choisir un autre billet pendant la semaine. À défaut de faire des parts sur le terrain de golf, Tiger Woods en donne une grosse à son ex. C'est un gros chèque. Ouais. Exactement. Tiger Woods est maintenant officiellement divorcé. La nouvelle est tombée hier. Et ça a pris plusieurs mois. Pourquoi? Parce que c'était très difficile d'évaluer la fortune de Tiger Woods. Okay. Hélène Nordegren a embauché 8 avocats et des enquêteurs pour essayer de voir où les montants ont été investis partout dans le monde pour essayer d'avoir une somme complète. Semble-t-il que sa fortune serait évaluée à $1 milliard. Et on n'a pas de détails officiels sur le montant qu'il a donné à son ex-épouse, mais ça tournerait autour de $100 millions. Même certains journaux disent peut-être que ça pourrait aller au-delà de ça. Oui, on dit de 100 à 500 millions, mais les sources les plus sûres disent autour de 100 millions de dollars. Bref, maintenant que tout ça est derrière lui, est-ce que ça va changer quelque chose pour ce qui est de ses performances? Et quels conseils devrait-on lui donner dans son entourage? On peut seulement que remonter dans le cas de Tiger Woods, hein, parce qu'on a atteint le fond du pari. Mais dans ce cas-ci, au point où il en est, c'est beaucoup du côté émotif. Pour un joueur de golf, c'est très important, la concentration. Donc, il faut travailler du côté de ses émotions. C'est le seul conseil qu'on peut lui donner, du moins pour les prochaines semaines, les prochains mois. Et ensuite, de voir qu'est-ce que ça donne du côté des performances. Ben, peut-être qu'il se sentira allégé et qu'il performera davantage. Il y aurait une motivation. Ben ouais. Il y a une de ses anciennes maîtresses qui veut revenir avec. Oui, Rachel Lucketel, semble-t-il, maintenant qu'il est un homme libre, c'est prêt. Mais là, je rentre dans le potin, je rentre dans le potin des produits du vendredi, là, on va voir. Ben, on va revenir au sport, si tu veux bien. On va parler des championnats des petites ligues. On va à Williamsport, en Virginie, où se passe chaque année les séries mondiales des petites ligues. Là, vous regardez les joueurs des petites ligues, 11 à 13 ans. Et il y a un arbitre au marbre qui a été frappé par une balle hier, un arbitre au marbre canadien, Stephen Mayer, qui était là dans le match de Ohio contre Georgie. Il est correct. Il s'en est sorti avec une bonne échymose. Mais quand on parle de puissance, ces jeunes-là peuvent être assez surprenants. Dans un match du Mexique, le lanceur Eduardo Mata a lancé sa balle rapide à 77 000 à l'heure et il a donc fracassé la caméra. Pourquoi il n'y avait pas de protection? Ça, je ne sais pas. Habituellement, on protège les caméras un peu mieux. Alors, il y a vraiment eu une sortie fracassante hier pour le Mexique. C'est très, très fort. Allez, surveillons. Cette chronique vous est présentée par la fille en kayak, au fond, là-bas. Atmosphère, partenaire de vos aventures plein air. Les essentiels de la rentrée à prix imbattable. Exprimez votre personnalité avec la nouvelle collection Miley Cyrus et Max Azria en exclusivité chez Walmart. Économisez plus, vivez mieux. Faut pas trop parler aux enfants, mais c'est déjà le temps de penser à la rentrée. Pour vous simplifier la rentrée, New Look a de bonnes nouvelles. On prolonge l'offre estivale avec 2 fois plus de montures gratuites. Profitez des 25 ans de New Look pour changer de lunettes à des conditions exceptionnelles avec un choix jamais vu de montures gratuites pour toute la famille. New Look a véritablement doublé le nombre de montures gratuites en magasin pour vous permettre de multiplier vos looks à l'occasion de la rentrée. Mais faites vite, la prolongation de l'offre ne durera pas 25 ans. Les concours,
sous-ministre Michel Bouchard, remplacé par Maître Diane par la suite, à partir du 2 octobre. Vous avez, quand vous avez parlé des coordonnateurs ou coordonnatrices, vous avez parlé de M. Legendre, Mme Giguère, Nicole Breton, elle a été là également. Je ne sais pas si c'était une coordonnatrice, en tout cas.